Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, Michel Moulin, donc directeur technique de CFBL, Coopérative Forestière. Alors, une coopérative forestière, quoi? Une coopérative forestière, c'est quoi? C'est avant tout le cœur de métier de la gestion forestière dans le domaine privé, sous forme coopérative. Donc, c'est aujourd'hui plus de 120 000, effectivement, 120 000 adhérents au niveau de la coopération au niveau national. 2 millions d'hectares gérés et fédérés au sein d'une union de la coopérative forestière française qui fédère ses moyens en matière de recherche et développement au travers d'un groupe technique et qui effectivement réfléchit et innove pour répondre à toutes ces problématiques, je dirais, de changement climatique. CFBL, quant à elle, elle travaille sur la région du cœur du territoire national, sur 3 régions administratives, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Et elle-même fédère 14 700 sylviculteurs pour 120 000 hectares de forêts gérées. Voilà, alors effectivement, suite à ces 2 premières interventions, on va essayer de voir aujourd'hui comment opérationnellement, dans le concret, au jour le jour, ce changement climatique impacte nos pratiques. Alors, je ne vais pas, effectivement, contrairement à Jean-François et Mathieu, je ne vous ai pas présenté, effectivement, une présentation PowerPoint ou autre. On pensait pouvoir, effectivement, vous faire visionner des vidéos, des pratiques que CFBL met en place, mais pour des raisons de bande passante, ce n'est pas possible. Donc, au fur et à mesure de mon exposé, vous pourrez aller voir sur le site de Forestineuve pour effectivement les visionner. Oui, voilà, sur Alors, le stand CFBL, plus voilà, précisément, mais on se exactement. donnera toutes ces précisions. Voilà. Donc, aujourd'hui, très clairement, pour bien conseiller un propriétaire, il y a un point très important qui est effectivement le diagnostic. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui existe, ce qui est mis en place, parce qu'il y a beaucoup d'outils, et heureusement. Mais avant tout, effectivement, pour nous, d'abord, c'est l'œil et le sens de l'observation du forestier qui doit primer. Regarder comment réagit la nature, avoir cet œil acéré et avoir une analyse qui aujourd'hui peut être facilitée notamment par l'imagerie via des capteurs embarqués par drone qui nous permettent effectivement de mieux comprendre la réaction, je dirais, de la végétation. Et à ce titre, le service RDI de CFBL a fait d'énormes avancées en la question et nous permet d'avoir des diagnostics beaucoup plus affinés. Donc ça, c'est sur la partie comportementale de la végétation. Un point important, c'est effectivement d'avoir une vision très claire des capacités productives du sol. Et aujourd'hui, CFBL systématise dans son approche des études pédologiques, de telle façon à effectivement bien caractériser la potentialité du sol, ses faiblesses et ses atouts. Et puis, sur le climat, bien entendu, c'est toutes les données que nous a présentées Jean-François et Mathieu qui nous permettent je dirais, d'anticiper les choses et de mettre en place des techniques qui vont nous permettre de faire passer le cap à la forêt et d'engager les producteurs dans des productions, je dirais, durables. Donc, la partie diagnostic est vitale. Alors, aujourd'hui, bien entendu, on a des protocoles qui existent pour caractériser effectivement ces difficultés comportementales de la végétation, la méthode Archi développée par le CNPF, des péris, tout à l'heure Mathieu en a parlé, je dirais des outils prédictifs comme Climessence, Jean-François en a parlé, BioClimSol, voire Foreval, qui est un outil développé par l'ONF et INRAE, qui nous permet effectivement d'évaluer plus finement les sols forestiers qui sont effectivement réservés par leur utilisation à des personnes professionnelles. Alors, ce qui est important, et tout au long de mon exposé, vous allez le comprendre, c'est qu'effectivement, la forêt sur un sol et que notre mission principale aussi, c'est de conserver les capacités productives du sol. Alors, mon exposé va être fait en 2 temps, c'est-à-dire je vais dans un premier temps parler au jour le jour, qu'est-ce qui impacte aujourd'hui le changement climatique, qu'est-ce qui impacte dans nos pratiques, et puis à moyen et long terme, qu'est-ce qu'on propose en matière d'itinéraire à nos propriétaires. Alors,
Aujourd'hui, on parle d'évolution globale dans le temps du changement climatique, mais le forestier, il est confronté à, je dirais, des récurrences et des amplitudes d'écart thermiques et pluviométriques sur des durées très, très courtes. Et ce qui impacte les opérateurs forestiers parce que du jour au lendemain, ils doivent arrêter leurs travaux en forêt. 3 jours après, ils peuvent recommencer. Donc, c'est les start and stop permanents qui, aujourd'hui, nous impactent aussi, aussi bien donc, en sylviculture qu'en valorisation des bois lorsqu'il faut récolter les arbres. À titre d'exemple, lorsque nous sommes en saison de plantation, eh bien, alors grosso modo, sur la moyenne montagne du Massif central, la saison de plantation, c'est aller de fin février ou début mars en fonction des années, jusqu'à mi-juin, pour faire simple. Par le passé, on savait qu'on débutait début mars et qu'on allait planter toute la saison jusqu'à mi-juin. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas parce qu'on peut sortir, et on l'a vu tout à l'heure dans les diapositives présentées par Jean-François, qu'on peut avoir effectivement des hivers très pluvieux, et au sortir d'un hiver très pluvieux, on peut avoir des sols complètement engorgés qui ne sont pas réceptifs et pour lesquels on peut effectivement aujourd'hui pas entreprendre ces plantations. À l'inverse, courant du mois d'avril ou du mois de mai, on peut avoir une sécheresse caractérisée avec des sols non réceptifs non plus, en étant obligé d'attendre les prochaines pluies pour pouvoir planter. Donc, dans toute la partie logistique et approvisionnement en plan forestier, qui est un point important du reboisement, CFBL a développé effectivement des zones de stockage temporaire, un petit peu de zones de temporisation, qui vont nous permettre effectivement de mieux gérer les plans forestiers en leur permettant de conserver leur qualité, je dirais, leur qualité physiologique, soit en température, en humidité. Alors, ça va être effectivement des plateformes de stockage pour les plants en godet, hein, pour effectivement les maintenir dans un niveau d'humidité suffisant, ou également des chambres froides temporaires pour pouvoir stocker des plants racinus, parce que les pépinières ne sont pas, je dirais, à côté des forêts, mais elles sont souvent éloignées. Et quand on fait venir un lot de racinus, il faut être en capacité de conserver dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est effectivement un point qui est issu effectivement de ce qu'on observe aujourd'hui. On a été obligé d'adapter nos pratiques et on ne peut plus travailler comme on travaillait par le passé. Et je tiens à préciser dans ce cadre-là que tout ce travail qui a été fait, notamment sur la logistique des plans forestiers, la production de plants en godet, j'y reviendrai tout à l'heure pour voir l'intérêt que ça peut avoir en termes de changement climatique, a été effectivement travaillé dans le cadre du projet Douglas du plan à l'arbre, qui a été financé donc, dans le cadre de l'appel à projet par le Fonds stratégique forêt-bois, et qui est vraiment des réponses que l'on peut apporter effectivement au changement climatique. Alors après, lorsqu'on est dans les plantations et dans l'opérationnel, on a effectivement fait évoluer nos pratiques et on a mis en place, et donc là je vous inciterai à aller effectivement sur la page de CFBL sur le site de Forestinnov pour visionner, je dirais, la vidéo sur l'éco-reboisement. Alors je vais vous la présenter très rapidement en 2 mots pour faire simple. Mais bon, l'éco-reboisement, c'est une technique en fait qui déroge totalement à ce qui a été vulgarisé pendant plus d'un demi-siècle aux propriétaires forestiers sur la façon de faire des plantations. En fait, jusqu'à présent, on préparait les plantations de telle façon à avoir effectivement je dirais des plants installés en ligne dans un environnement très très propre, en décapant le sol, en le travaillant, en mettant, je dirais, les rémanents en andin. Et aujourd'hui, l'éco-reboisement, c'est tout l'inverse. En fait, c'est suite à une récolte, eh bien, on va essayer d'impacter le moins possible le sol en laissant les rémanents sur la totalité de l'emprise, de telle façon à ce que, je dirais, ces rémanents d'abord couvrent le sol, ce qui a un intérêt important au printemps et à l'été, parce que ça permet de faire un paillage et de conserver l'humidité dans le sol. Et puis surtout, ça a un gros intérêt, c'est qu'effectivement, la matière organique qui va se décomposer, qui va se minéraliser, est l'élément moteur, enfin principal, qui approvisionne le sol forestier et qui en fait sa richesse.
Voilà, tout en effectivement travaillant le sol, puisque pour que le plant s'installe bien et puisse faire un réseau de racines important, il faut effectivement travailler le sol. Voilà, donc là, je vous incite à aller effectivement voir cette vidéo. Sur la partie fourniture de plants, donc c'est important aussi de pouvoir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par ces start and stop permanents, pouvoir rallonger les saisons de plantation et faire face, je dirais, à des situations compliquées. Et en cela, le godet apporte une véritable, donc le plant godet, donc qui est élevé dans une motte, apporte une véritable plus-value, parce que bien entendu, il permet de rallonger les saisons de plantation et de planter plus tardivement, et de planter peut-être aussi dans des conditions un peu plus compliquées, avec une meilleure reprise. Il ne faut pas oublier que la technologie godet a été développée, notamment dans des conditions de plantation extrêmes que sont les restaurations en terrain de montagne ou dans la partie méditerranéenne, hein, sur des sols très très secs. Eh bien aujourd'hui, je pense qu'il faut la développer. On la développe effectivement dans le territoire forestier métropolitain. Alors, un autre axe de développement au niveau de CFBL, c'est de conserver effectivement un bon fonctionnement du sol. Et dans ce fonctionnement du sol, il y a une chambre qui nous semble importante, c'est effectivement la disponibilité ou la mise à disposition de l'eau aux plantes. Et en fait, on s'aperçoit que dans certains territoires, on peut avoir effectivement je dirais, un fonctionnement du sol qui n'est pas satisfaisant, et on procède dans ces cas de figure donc à ce qu'on appelle un amendement, un épandage de roches calco-magnésiennes de façon à apporter du calcium et du magnésium qui permet donc au complexe argilo-humique du sol de mieux restituer, de mieux capter et de mieux restituer l'eau à la plante, et puis notamment aux tissus végétaux, hein, d'avoir effectivement du calcium et du magnésium qui sont des ions et des minéraux qui sont très importants dans le cadre de l'assimilation, je dirais, de l'eau, dans une économie un peu compliquée. Lorsque, dans le cadre des activités de recherche et développement, la coopérative teste également des méthodes de plantation qui permettent, donc à la plantation, qui permettent au plant, ou du moins au sol, à mieux conserver l'eau pendant les périodes. Donc des tests sont en cours, notamment avec du biochar. Le biochar, c'est une sorte de charbon de bois qui va effectivement capter l'eau dans le sol et permettre d'avoir une meilleure restitution au plan forestier. Et puis, une fois qu'on a planté, eh bien, il faut effectivement entretenir les plantations. Et en fait, ce qui est important, c'est, encore une fois, d'agir le plus intelligemment possible, le plus finement possible. Et donc, on a développé une technique qu'on appelle une sylviculture de précision, qui est plutôt une sylviculture localisée, qui essaie d'avoir le moins d'impact possible sur l'écosystème sur lequel on travaille, tout en respectant les sols avec des engins de micro-mécanisation, donc avec donc des mini-pelles essentiellement, donc de façon à pas impacter, et vraiment faire le strict nécessaire pour bien protéger l'écosystème dans lequel on travaille et notamment favoriser la biodiversité. Donc encore une fois, là, je vous incite à aller sur la page de Forestinov, hein, et d'aller sur le site de CFBL pour pouvoir visionner cette vidéo qui présente la sylviculture de précision. Et puis au jour le jour aussi, quand on va mobiliser, récolter les bois, on emmène des engins donc sur les parcelles. Et il nous arrive, même si globalement on a des périodes de sécheresse et de canicule, mais aussi on a des périodes de forte humidité et de forte hydromorphie. Encore une fois, on essaye de réfléchir à des méthodes. Donc les méthodes, les forestiers les connaissent, hein, c'est bien entendu les cloisonnements d'exploitation, respecter effectivement le terrain forestier, de débarder les bois uniquement par ces cloisonnements d'exploitation, ne pas effectivement faire passer les engins partout. Mais c'est aussi de travailler sur un meilleur diagnostic et quand est-ce qu'on peut déclencher ces opérations essentiellement de débardage, hein, puisque ce sont elles qui sont le plus impactantes. Et encore une fois, dans le cadre de la recherche-développement, notamment au sein du groupe GTRDI de GCF, hein, donc l'Union de la coopération forestière française, on a un projet qui est en lien avec le CNPF, FCBA et l'Université de Lausanne. C'est un projet, je dirais, européen qui est en train effectivement de développer des capteurs connectés et permanents en forêt, dans les sols,
pour nous alerter quand est-ce qu'effectivement on a une portance compatible pour pouvoir intervenir en forêt. Donc, c'est un type d'exemple, effectivement, qu'on essaye de développer aujourd'hui dans l'opérationnel de nos métiers pour avoir un impact le plus faible possible sur le sol forestier. Donc, sur la partie, effectivement, aujourd'hui opérationnelle, effectivement, c'est tous des sujets qui nous interpellent. Et bien entendu, la forêt, c'est surtout du moyen et du long terme. Et donc, dans un deuxième temps, on va chercher à accompagner et imaginer de nouvelles pratiques pour l'avenir. Alors, on a vu des prospectives à 2100, 2200. Bon, aujourd'hui, nous, en tant que forestiers de terrain, on essaie déjà de se projeter à 2050, 2060, si on n'oublie pas l'horizon 2100, parce que, ben, effectivement, le temps des forêts, c'est pas celui des hommes. Donc, quand on a des peuplements en place, quelles sont un petit peu les grandes consignes, les grandes directives qu'on essaye de privilégier? Donc là, on est sur l'accompagnement effectivement des peuplements qui sont là, qui sont présents. Lors des renouvellements, effectivement, on va bien entendu favoriser la régénération naturelle lorsqu'elle est de qualité, hein, quand elle est issue de semenciers de qualité, mais surtout quand elle va être adaptée à la station et au contexte évolutif du climat hein, qu'on prévoit. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, les sapins en Auvergne, ils souffrent énormément. Bon, le sapin est une essence d'ombre qui se régénère très facilement et aujourd'hui, on a des peuplements qui se régénèrent en sapin. Mais on sait pertinemment qu'en dessous de 800 mètres d'altitude, dans des contextes sols un peu compliqués, cette régénération, même si aujourd'hui elle est en pleine forme, parce qu'un petit plant, effectivement, consomme assez peu d'eau, il commence à s'installer. Hein, c'est quand le plant grandit qu'il a besoin, je dirais, d'un approvisionnement en eau beaucoup plus important que les problèmes surgissent. On sait pertinemment que ces sapins, à l'horizon 2050 et encore plus 2100, ne survivront pas. Donc, on ne peut pas, dans ce cas-là, effectivement, je dirais, encourager la régénération naturelle. La main de l'homme est importante pour être proactif et, je dirais, faire de la migration assistée. On en a parlé tout à l'heure, échanger d'essence. A contrario, quand on travaille, je dirais, nos taillis avec réserve de chêne ou nos futaies de chêne dans la Nièvre, effectivement, on va prévoir effectivement ces régénérations naturelles. Quand on sera effectivement sur le plateau de Mille Vaches à 800 mètres d'altitude et qu'on a une douglasée qui se régénère naturellement, eh bien, on va bien entendu favoriser cette régénération naturelle. Ce qui sera important aussi ce qui est important comme consigne, c'est de conserver, je dirais, l'étagement des différentes strates d'arbres et arbustes au sein même d'un peuplement, notamment dans l'apport que ces différentes strates apportent à la filtration des rayons du soleil et dans l'ambiance d'hygrométrie au sein des peuplements. Donc, quand c'est possible, encore une fois, ça n'est pas toujours, mais quand c'est possible, il sera important de maintenir cet étagement des strates et d'arbustes dans les peuplements. Enfin, bien sûr, quand nos opérateurs entreprennent des opérations d'amélioration, de sélection et d'éclaircie dans les peuplements, ils veillent plus qu'avant à effectivement maintenir une diversité d'espèces présentes dans les peuplements. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, effectivement, des peuplements mélangés sont amenés à être beaucoup plus résilients, je dirais, au regard du changement climatique. Une autre directive qui est prise par nos ingénieurs et techniciens, c'est que lorsqu'on est amené à faire un diagnostic, on va avoir une analyse beaucoup plus fine des durées de survie des arbres. Et on va le plus souvent, lorsque la situation devient un peu limite sur un diagnostic, veiller à raccourcir, je dirais, la révolution. Donc, la révolution, c'est la durée de production totale, je dirais, du peuplement, voire des rotations, donc des passages entre les différentes éclaircies, pour pouvoir effectivement récolter, je dirais, les investissements du propriétaire, parce qu'encore une fois, ce qui est important, c'est que le propriétaire puisse récolter, avoir des revenus de sa forêt, hein, c'est ce qui va financer la gestion durable, c'est vraiment la clé de voûte de la gestion durable des forêts, et il faut récolter les arbres quand ils sont verts et pas quand ils sont secs. On va effectivement avoir une adaptation donc, de
nos critères de densité, donc en fonction effectivement de la richesse et de la réserve utile en eau du sol, hein, qui est évidemment le gâteau qui va servir à l'approvisionnement des arbres, eh bien, on va avoir peut-être des densités un peu plus faibles, d'être beaucoup plus dynamiques, hein, parce que comme ça, on se partagera le même gâteau, mais à moins d'arbres, ce qui permettra effectivement aux arbres de mieux résister, de gérer effectivement la masse foliaire des arbres, hein, qui sont effectivement, je dirais, l'élément qui va permettre à l'arbre de grandir, bien entendu, mais qui réclame, je dirais, un approvisionnement en eau fort. Donc, en éclaircissant un peu plus, en ayant des peuplements un petit peu plus ouverts, on peut effectivement répondre à ces problématiques. Alors là, c'est souvent un peu complexe parce qu'on est souvent en opposition avec la qualité des bois qui est requise par les marchés. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand on fait pousser les bois très très vite, ben on fait pousser des branches aussi très très vite, et ça peut poser quelques soucis d'adaptation au marché, mais il faut effectivement prendre ça en ligne de compte. Une autre directive importante qui est donnée par nos ingénieurs et techniciens, je dirais, lors du diagnostic, c'est la volonté impérative de conserver les niches écologiques sur les différents peuplements. Alors, en conservant bien entendu des arbres morts et sur pied, ou en identifiant des îlots de vieillissement ou de sénescence, hein. Donc en fait des îlots de vieillissement, ça va être des îlots où on va faire pousser les arbres 2 fois plus que leurs congénères, hein, c'est-à-dire en termes de révolution, ben, on va augmenter la révolution par 2, et puis sénescence, des petits quartiers où on va laisser naturellement la forêt, je dirais, se vieillir sans intervenir. Parce qu'encore une fois, les bénéfices attendus de ces îlots vont jouer un rôle essentiel en matière de biodiversité, et puis aussi en matière peut-être de résilience de l'ensemble d'un massif forestier. Donc ça, c'est les grandes lignes qui aujourd'hui nous guident dans la gestion des peuplements forestiers. Et puis maintenant, il faut imaginer de nouvelles pratiques. Lorsqu'on conçoit la forêt de demain, il faut vraiment véritablement être proactif. Donc, on a parlé de l'éco-reboisement, mais il faut être aussi, je dirais, en capacité de proposer une forêt un peu plus diversifiée. Alors, on a la chance, c'est qu'en France, enfin, du moins, c'est une chance. Alors, c'est peut-être considéré d'un handicap d'un point de vue économique, mais en France, on a 3 500 000 propriétaires, une multiplicité de propriétaires, avec un morcellement très, très fort. Mais encore une fois, je pense que ce morcellement peut être éventuellement une chance pour la résilience des forêts, parce qu'il y a une diversité de gestion, une diversité de propriétés, de propriétaires. Quoi qu'il en soit, imaginer la forêt de demain, c'est aussi raisonner de façon, je dirais, plus fine tout ce qui est surface unitaire des directives de gestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut conserver une ambiance forestière, donc les grosses coupes de récolte sont sans doute à proscrire. Il faut rester dans des cadres beaucoup plus raisonnables. Il faut bien entendu prendre en compte ce que la nature nous donne, donc conserver effectivement toutes les bordures de peuplement, les peuplements un peu différenciés, maintenir, je dirais, les continuums écologiques, mieux analyser les stations et bien analyser les micro-stations qui vont pouvoir servir de diversification. C'est incontournable, me semble-t-il. Sur les sujets des essences, effectivement, il faut oser peut-être ce qu'on s'interdisait dans les années 80-90 en introduisant de nouvelles essences pour effectivement commencer cette migration assistée des essences. On a vu qu'effectivement la forêt pourra s'adapter, mais à son rythme, mais au rythme du changement climatique, il faut que l'homme intervienne de façon proactive. À titre d'exemple, par exemple, sur l'évolution des essences sur le territoire, il y a un gros travail qui a été fait par certains de nos collègues pour effectivement, je dirais, développer le pin taïda, qui est un pin intéressant effectivement, et d'augmenter son aire d'utilisation, je dirais, sur la frange ouest
de la France, bon, plutôt utilisée généralement sur le côté sud-ouest dans les Landes, et bien effectivement, c'est une essence qu'on va pouvoir faire progressivement monter, comme peut-être le pin maritime, comme peut-être un jour le chêne pubescent ou les sapins méditerranéens ou les cèdres. Alors, j'entendais tout à l'heure effectivement Jean-François parler effectivement des tests, de la remontée des tests qui avaient été faits sur des essences introduites il y a quelques années, un petit peu marginales. Bon, aujourd'hui, effectivement, la coopération forestière a un réseau effectivement de ce type d'essence, et aujourd'hui, on commence à tirer les premiers enseignements de ces tests qui ont été faits à l'époque par nos prédécesseurs. Et je peux vous dire qu'il y a des choses très, très intéressantes, notamment par rapport au cèdre. On a aujourd'hui, en Limousin, à 500 ou 600 mètres d'altitude, des cèdres qui tiennent la dragée haute au Douglas et qui sont très, très beaux. Donc, c'est, je dirais, très intéressant, très, très positif pour l'avenir, parce qu'on voit qu'il y a vraiment des choses à faire. Et puis, il y a aussi un travail, me semble-t-il, important sur tout ce qui est provenance et recherche et génétique, et permettre aux opérateurs forestiers professionnels d'utiliser des provenances sans doute plus sudistes. On parlait tout à l'heure de chêne Cécile, et bien effectivement, sur les territoires, je dirais un peu impactés par le changement climatique, et dans l'Est, sur les plateaux, et bien pourquoi pas effectivement tester des origines de plantes qui viennent du sud-ouest, par exemple. Et puis, bien entendu, utiliser des essences peut-être plus frugales. Alors, on parle du robinier, du pin, il y a différentes choses. Et un dernier point qui semble aussi important, même si effectivement la forêt doit rester, je dirais, une zone de production, c'est de pouvoir effectivement y associer des essences qui n'auront peut-être pas forcément un rôle de production de bois, des essences plutôt mellifères ou fruitières. Et c'est ce que développe CFBL au travers de son pack biodiversité, c'est-à-dire que dans les plantations, on y introduit toujours un peu de diversité, avec des essences cormier, lisier, voilà, pour pouvoir effectivement diversifier ces plantations. Et de façon aussi à ce que la forêt joue pleinement ses rôles écosystémiques. Voilà. Donc en fait, pour finir, ce qui est important, c'est que pour que la forêt joue pleinement son rôle, il faut que elle doit être soutenue par les politiques publiques, parce que l'investissement forestier est un investissement long terme. Donc les politiques publiques doivent soutenir les producteurs et les sylviculteurs pour qu'ils investissent dans leur forêt, qu'ils aient les bons gestes dans leur forêt. Elle doit soutenir effectivement la recherche, c'est très important, parce qu'on vient de le voir, on apprend beaucoup de la recherche, et c'est grâce à elle qu'on est capable de faire des modèles prédictifs et d'apporter le bon conseil. Donc, les financements sur des projets de recherche doivent être effectivement soutenus, adaptés, et notamment, je pense à tout ce qui est sélection génétique. Et puis, il doit apporter également de la liberté et donner confiance aux acteurs professionnels pour agir. Quand je parlais tout à l'heure d'utiliser des provenances, d'être proactif sur les provenances, bon, c'est vrai que souvent, il y a un cadre qui est fixé par le code forestier, un cadre réglementaire qui interdit aux forestiers de pouvoir faire certaines choses. Et pourtant, il serait intéressant de les tester. Donc, voilà, c'est vraiment de faire confiance et donner un minimum de liberté aux acteurs professionnels de la filière pour pouvoir, je dirais, interagir sur ces points. Alors oui, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'incertitudes, mais surtout l'erreur, ça serait de rien faire, et qu'il est important d'agir. Et en rappelant que une forêt qui pousse, c'est une forêt qui séquestre du carbone et qui joue pleinement son rôle, et qui apporte tous ces services écosystémiques. Donc, il est impératif que notre forêt produise du bois qui soit utilisé, je dirais, sur les marchés, pour qu'elle ait vraiment son rôle important en termes d'atténuation du changement climatique, en stockant du carbone en forêt, en les séquestrant dans les produits bois, et puis en évitant l'usage de matériaux plus polluants par la substitution. Voilà. Et puis, encore une fois, que les méthodes pratiquées soient diverses et variées,
et tout sauf la pensée unique. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Moulin, pour votre intervention. Nous allons donc pouvoir passer aux questions et remarques qui sont déjà nombreuses. Je vais commencer tout de suite. Donc, Richard Lachaise qui dit merci à Monsieur Boquet pour sa présentation. Avec une question, est-ce que les travaux de vigilance assurés au couple essence-station seront utilisés pour la réalisation des prochains schémas régionaux de gestion sylvicole? Alors, les schémas régionaux de gestion sylvicole sont les documents qui cadrent les orientations pour la validation des documents de gestion durable en forêt privée. Donc, c'est piloté par le CRPF. Cela étant, donc il serait plus à l'aise que moi pour répondre, mais cela étant, tous les travaux que nous avons engagés sur la connaissance de la sensibilité des essences, sur l'évaluation du risque, sur les couples essence-station, sont des travaux qui ont été menés en partenariat avec le CRPF. Donc, tous nos travaux sont communs. Donc partagés en termes de résultats. Donc il est tout à fait logique et probable qu'indirectement, ces travaux soient valorisés au moment de la révision des schémas régionaux de gestion sylvicole. Je ne peux pas répondre à la place du CRPF, mais je suis quasi certain que tout cela va être intégré. D'accord. Xavier Martin, alors là c'est plus une remarque qui dit il faut aussi prendre en compte le facteur sociétal et la pression d'associations dites écologiques dans la gestion, en plus des facteurs qui ont été décrits. Je sais pas si quelqu'un... Oui, ça a été très bien exposé par Michel Moulin, qui disait effectivement qu'il faut trouver des solutions effectivement pour multiplier les modalités de gestion avec des zones de conservation pour la biodiversité, des zones de conservation pour les paysages, et puis effectivement rester dans une logique de gestion multifonctionnelle. Donc indirectement, ces questions des attentes sociétales sont prises en compte. L'un des risques que l'on a effectivement, c'est un manque d'acceptabilité sur la transformation et l'arrivée de nouvelles essences. Donc il y a une certaine progressivité à opérer peut-être en démarrant sur des introductions de provenance, et puis en réfléchissant très clairement sur les dimensions des plantations, et puis sur l'organisation de ces schémas de plantation de façon à ce que l'impact paysager soit un peu réduit, parce que le problème de l'acceptabilité peut être réel. Mais de toute façon, on disait qu'il va falloir qu'on avance quand même sur ces sujets-là. Donc il faudra qu'on soit actif dans l'adaptation des forêts. Donc peut-être qu'il y a des réflexions à engager en matière de concertation, de décisions partagées à l'échelle des massifs, des comités de massifs pour être mis en place, etc. Et donc, il y a des réflexions à avoir avec les collectivités pour être certain d'avoir un accompagnement de ces démarches. Mais clairement, oui, de façon générale, je pense que par la diversification de nos actions, par la concertation, on devrait pouvoir quand même intégrer toutes ces questions-là. D'accord. Thiel Van de Velde qui demande « Êtes-vous pour la mise des rémanents dans les andins ou les laisser sur place ?» Alors ça, c'est un sujet complexe. De façon générale, moi je dirais qu'à partir du moment qu'il y a exploitation mécanisée, la mise en andin est facilitée. Et elle est très fortement conseillée parce qu'effectivement, il y a nécessité de protection des zones de circulation. Après, le problème, effectivement, c'est que la mise en andin sur les cloisonnements d'exploitation concentre la zone de minéralisation des rémanents sur une seule partie de la forêt. Donc il faut trouver le bon équilibre entre l'abattage dirigé et puis le positionnement des rémanents sur les cloisements d'exploitation dans les opérations mécanisées, et le maintien d'une quantité suffisante de rémanents en peuplement pour assurer un retour en matière au sol, quoi. Plus délicat, effectivement, sur les zones où on est sur de l'abattage manuel ou le travail manuel. Là, on ne pourra pas demander aujourd'hui à nos exploitants de mettre en andin ou de mettre sur cloisonnement d'exploitation de façon manuelle des rémanents. Ça, c'est aujourd'hui des travaux qu'on ne peut plus envisager. Mais dans la gestion mécanisée des exploitations, la mise en place de rémanents sur les cloisonnements d'exploitation reste quand même une bonne chose globalement. Oui. Disons qu'il y a deux niveaux, effectivement, sur
sur l'utilisation des rémanents lors de l'opération d'éclaircie et d'amélioration. Il est évident qu'on peut les ramener sous le passage des engins, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, en termes je dirais de reconstitution, de renouvellement, aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, puisque quand je vous ai présenté les co-reboisements, aujourd'hui, c'est 40% des reboisements qui sont faits à CFBL, donc 1250 hectares par an. 40% sont faits sous la méthode d'éco-reboisement. Cette méthode apporte vraiment un plus en termes de résilience parce qu'on a un meilleur environnement autour du plan et que les plantations qui ont été faites avec des mises en andin, on a beaucoup plus de pertes en termes de garantie de reprise, beaucoup plus de dégâts de gibier. Aujourd'hui, pour nous, il y a vraiment pas photo. Il faut favoriser cette technique qui aussi a un impact sur l'acceptation de nos pratiques par la société, puisqu'on n'a plus ces engins qui font effectivement des grandes lignes sur les parcelles. Donc pour nous, c'est un vrai sujet, mais qui remet en cause pas mal de fondamentaux. Merci. Philippe Boucher, alors pour Monsieur Boquet, vous avez indiqué que RCP 8,5 devenait de plus en plus probable. Je partage cette vision, d'autant plus que l'Académie des sciences des USA, dans une publication d'octobre 2018 à destination de la gouvernance mondiale, intitulée « Trajectoire du système Terre dans l'Anthropocène », a alerté sur le risque d'emballement climatique pouvant nous amener à un état de serre terrestre dû à la mise en œuvre de rétroactions biogéophysiques naturelles accélératrices de l'effet de serre, déjà en action. Entre parenthèses, fonte permafrost, diminution albédo, incendie massif de forêt, dépérissement forestier, acidification des océans, etc. Rétroaction biogéophysique naturelle accélératrice de l'effet de serre déjà en action, qui se produiront quelles que soient les mesures de réduction des GES d'origine anthropique, dès que l'augmentation de la température moyenne mondiale par rapport à l'ère pré-industrielle aura atteint plus 2 degrés, voire même plus 1,5 degré. Je finis ma question. Qu'en pensez-vous et partagez-vous l'idée que dès 2030, tout sera joué? C'est une question qui est très complète. Moi, c'est extrêmement difficile de… Alors déjà, je réaffirme ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que je suis persuadé que le scénario qui avait été qualifié en 2013 de scénario pessimiste devient aujourd'hui un scénario tout à fait probable. Donc là-dessus, on est complètement d'accord. Après, dire si effectivement l'année charnière sera l'année 2030 ou l'année 2050, c'est extrêmement difficile de positionner comme ça. Je pense qu'effectivement, on est engagé en tout cas dans une dynamique et le retour en arrière paraît quasi impossible. Donc, il va falloir qu'on s'adapte et qu'on travaille à l'adaptation de nos forêts. Il est certain qu'à partir de 2050, on voit bien quand même dans toutes les simulations qui sont proposées que les choses vont s'accélérer. De façon assez drastique, a priori. Je redis quand même ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au-delà de cette évolution, ce que l'on craint, que ce soit en 2030 ou en 2050 ou même avant, c'est les événements extrêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà du fait qu'on pense que le retour en arrière sera difficile, c'est le rythme auquel les choses vont évoluer qui est compliqué et extrêmement difficile à évaluer. Et on pense que ces événements extrêmes qu'on a vu se multiplier ces dernières années vont être vraiment les événements qui vont orienter la prise de conscience, la prise de décision sur la gestion forestière, quoi. On le voit avec la crise de scolyte qui bouleverse quand même beaucoup à la fois les marchés et puis les orientations de gestion. On l'a vu avec la crise de 99, avec la tempête qui a eu des impacts énormes qu'on connaît encore aujourd'hui. On aura d'autres crises de ce type-là et c'est ces événements qui vont vraiment réorienter l'action et puis les impacts, quoi. Après, dire si 2030 sera vraiment l'année charnière à partir de laquelle ça sera un retour en arrière impossible, je suis incapable de répondre malheureusement aussi précisément à cette question. Mais oui, je partage l'idée que l'affaire est déjà très engagée, que le retour en arrière va être difficile et qu'entre 2030 et 2050, il va y avoir un changement de trajectoire probablement important. Je ne sais pas si les autres collègues ont des éléments de réponse, mais… Oui, c'est ce que j'allais proposer. Ça va? Ouais. Là, on a un petit échange concernant les scolytes. Alors, on a Jean-Fabien de Selve qui dit « Personnellement, j'utilise un champignon pour le scolyte que je pulvérise sur les colonies depuis 2 ans et qui a l'air de fonctionner par pulvérisation au printemps avant leur envol.
quelle est votre approche de traitement sur le typographe? Alors, ce qui serait bien peut-être, Monsieur Dostel, c'est que vous nous précisiez de quel champignon vous parlez. Puis on a une autre question de Monsieur Bazot qui demande, peut-on espérer un prédateur des scolites? Alors, sur les prédateurs des scolites, il y en a plusieurs qui existent, puisque le scolite typographe est un insecte qui est naturellement présent dans le milieu, donc il y a le cortège de prédateurs. On peut citer, mettons, le clairon formicaire, qui rend des fourmis. Et on sait que ce prédateur-là est, mettons, favorisé dans son cycle de développement lorsque l'épicéa est mélangé avec le pain. En revanche, le scolite typographe a une dynamique de population telle que le rythme des prédateurs, etc., ne peut pas limiter à eux seuls cette évolution épidémique. Alors, quant aux champignons pour lutter, je n'en ai pas connaissance. Il peut y avoir des champignons qui viennent parasiter les larves, etc., dans le bois au niveau des scolites. Alors déjà, au niveau de l'application du traitement, puisque le scolite est sous écorce, alors, voilà, quel champignon, quelle application de traitement? Si on a une réponse, je vous redirai. Ce n'est pas précisé pour l'instant. Merci. Alors, ensuite, Monsieur Boucher, Philippe Boucher, le stress hydrique estival n'est-il pas d'autant plus important que se combine baisse des précipitations et augmentation des températures pour rendre d'autant plus négatif l'ETP 0608, sachant que des publications récentes montrent que le stress hydrique en début de période de végétation a aussi un rôle non négligeable? Oui. Enfin, effectivement, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais ce que j'entends, effectivement, c'est que les baisses de précipitations en période de printemps et la hausse des vapeurs de transpiration a pour conséquence un effet direct sur le déficit hydrique. Oui, effectivement, j'ai pas saisi. Et on continue avec la même personne. Si on écarte les linicultures pour se concentrer sur les seules stratégies de gestion adaptive traditionnelle en futaie irrégulière ou futaie régulière avec objectif de production de feuillus gros bois et très gros bois, quelle est la politique de l'ONF en Bourgogne-Franche-Comté sur l'espacement des cloisonnements d'exploitation, sachant que pour protéger les arbres objectifs du tassement des sols, la stratégie qualification-dimensionnement recommande d'écarter les cloisonnements d'exploitation de 40 mètres au moins, ce qui impose une contrainte de débardage au câble pour rapprocher les grumes des cloisonnements avant de les pincer. Alors oui, c'est une question qui est extrêmement importante. Je dirais que oui, il y a deux schémas, mais je crois que c'est évoqué dans la question. Il y a le schéma dans lequel on est amené à avoir un niveau d'exploitation de petits bois pour lequel on va plutôt encourager des entraxes de cloisonnement d'exploitation entre 16 et 18 mètres. Et il y a le schéma sur lequel on a moins de petits bois, et puis c'est le schéma sur lequel effectivement on a beaucoup de parcelles dans lesquelles les cloisonnements sont aujourd'hui à 40 mètres. Je dirais que de façon générale, ce qu'il faut, c'est limiter le plus possible la circulation des engins en dehors des cloisonnements. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est vraiment la consigne à retenir en préalable. De façon générale, j'ai aussi dit qu'il y avait une volonté de porter à connaissance sur la sensibilité des sols qui va nous permettre effectivement de faire en sorte que l'organisation de l'exploitation soit adaptée à ce niveau de risque. C'est vrai que c'est toujours plus délicat de faire une présentation négative à un ETF qui est présent en forêt de la capacité d'exploitation plutôt que de l'anticiper et de le prévenir avant sur les risques qui sont encourus par rapport au sol. Donc il y a toute cette partie anticipation qui est nécessaire. Et après, pour répondre clairement sur la question des cloisonnements à 40 mètres, circulation entre les cloisonnements est limitée le plus possible. Donc chaque fois qu'on pourra encourager effectivement le câblage, ça sera une bonne chose. Plus il y aura de circulation dans les peuplements, plus on aura de difficultés à obtenir un renouvellement satisfaisant et une croissance adaptée des arbres. Donc il y a vraiment aujourd'hui un enjeu à respecter ces cloisonnements, à maintenir la circulation sur les cloisonnements, et quitte à tirer le câble, effectivement, lorsqu'effectivement les distances sont trop importantes. Après, si on est sur des petits bois, comme je l'ai dit, sur les cloisonnements de 40 mètres, on peut faire un cloisonnement à 20 mètres intermédiaire. C'est toujours préférable qu'à laisser circuler des engins sur l'ensemble du site. Merci. Jean-Fabien Decel qui demande attendez, non, pardon, cette question elle a déjà été posée. Antoine Van Caloen qui demande pour les forêts de basse altitude ou plaines, serait-ce opportun de développer l'agroforesterie?
Alors moi, je connais très mal l'agroforesterie en plaine. J'ai un petit peu quelques connaissances sur le sylvopastoralisme tel qu'il est pratiqué dans la Haute-Chaîne du Jura, où effectivement, ben, il y a une véritable complémentarité entre les deux activités. On a des espaces et des paysages sylvopastoraux qui sont gérés de façon conjointe entre les forestiers et les agriculteurs dans ces zones-là depuis très 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 longtemps, et ça fonctionne extrêmement bien. On voit aujourd'hui que ça permet d'avoir une réserve foncière pour les périodes sèches pour qu'effectivement le bétail puisse profiter d'un regain plus longtemps. Donc il y a une vraie complémentarité. Donc il y a des expériences et des essais, des choses qui existent, qui sont pratiquées dans le Haut-Jura, qui sont pour nous extrêmement importantes, surtout dans une période de pression foncière sur des zones à AOP comptées. Après, l'agroforesterie en plaine, personnellement, je suis très peu compétent. Je préfère pas répondre, puisque, en tout cas, en forêt publique, c'est des choses qui sont a priori peu ouvertes. Il y a peut-être plus de possibilités en forêt privée, à mon avis. La gestion foncière n'est pas la même. Monsieur Moulin, vous voulez Oui, alors moi je pense qu'effectivement il peut y avoir un intérêt, parce qu'aujourd'hui on l'a vu tout à l'heure, on travaille sur une forêt qui va être beaucoup plus lâche, hein, si on veut effectivement l'adapter au changement climatique. On a quelques exemples, je pense notamment au noyer-auray, hein, qui sont des plantations je dirais, d'arbres à très 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 large densité qui permettent effectivement de faire cohabiter je dirais des activités agro-pastorales. Donc c'est effectivement une opportunité, mais bon, qui ne répondra pas, je dirais, effectivement à tous les cas de figure, mais je pense que c'est en tout cas des choses qui sont dans l'air du temps et sur lesquelles il faut réfléchir. Merci. Diane Alessandrini qui demande: y a-t-il un programme européen sur les migrations assistées? Alors, tous les programmes de recherche qui sont engagés sur les migrations assistées sont pour la plupart pilotés par le groupe RMTA Force, qui travaille de façon collégiale avec les partenaires européens de façon générale. J'ai cité un programme qui est le programme Espérance, hein, qui prévoit l'installation d'un grand nombre d'expérimentations. Je sais c'est pas moi qui gère directement ces programmes, donc je peux pas répondre en détail, mais je sais que de toute façon, toute cette logique de migration assistée est travaillée dans tous les États membres, et que globalement, les échanges, que ce soit pour la gestion des provenances, la gestion de la ressource en matériel de forestier de reproduction, ou la valorisation des tests, sont des programmes qui sont partagés. Voilà, ça, c'est des choses qui sont étudiées de façon collégiale avec les partenaires européens. Ouais. Après, vous dire s'il y a un programme spécifique dédié, voilà, à part le programme Espérance que j'ai cité tout à l'heure, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui. Merci. Philippe Boucher, à l'attention de Monsieur Martin, je pense que c'est plutôt à l'attention de Monsieur Moulin. Dans l'arrêté MFR des Hauts-de-France, il est possible, si l'essai est supervisé par un organisme qualifié pour l'expérimentation, de déroger aux règles prévues par l'arrêté, tout en bénéficiant des aides de l'État. Je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres régions. C'est plus une remarque, si quelqu'un... Oui, c'est un cadrage qui est même national. Non, mais quand je faisais allusion tout à l'heure, effectivement, à la liberté donnée aux acteurs, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si les propriétaires forestiers, par exemple, veulent utiliser des provenances, je dirais, puisque les arrêtés MFR régionaux, hein, qui sont pris par les préfets de région, en fait, subordonnent le financement public à l'utilisation de certaines provenances. Si à chaque fois qu'on veut faire un test, effectivement, on est obligé d'associer avec des coûts supplémentaires, je dirais, un organisme de recherche, hein, ça va devenir assez compliqué, et je pense que la situation demande à ce qu'on ait des procédures un peu plus simples, et en tout cas qu'on fasse confiance en tout cas aux professionnels, notamment les coopératives, hein, qui ont une force, je dirais, d'expérience sur l'ensemble du territoire, avec des personnels compétents qui fédèrent ces actions de telle façon à pouvoir initier des choses par elles-mêmes. Voilà, c'est un petit peu l'objet de ce que j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, hein, si à chaque chantier, on demande une prestation à l'INRAE, à FCBA, à l'ONF, au CNPF-IDF, je pense d'abord qu'on va complètement supplanter les moyens humains de ces organismes-là, et alors qu'on a par ailleurs la capacité de faire.
Je confirme, hein, c'est vrai que j'ai la même vision, hein, très clairement. L'ensemble des arrêtés des régions quasiment intègrent la possibilité de mettre en place des tests en gestion, hein, avec effectivement un suivi par un organisme jugé qualifié, hein, pour ces affaires-là. C'est repris dans l'instruction technique au niveau national, donc c'est ouvert. Par contre, je rejoins ce qu'a dit M. Moulin sur la question d'un besoin d'un petit peu de souplesse complémentaire, parce qu'il est tout à fait possible que nous ayons dans les années à venir une pénurie sur certaines provenances qui pourtant sont aujourd'hui autorisées par les arrêtés et qu'on soit obligé de se tourner vers des provenances différentes, probablement plus méridionales, et que sur ces aspects-là, on aura besoin de souplesse, parce que sinon, sans parler du plan de relance, ne serait-ce que pour parler de la reconstitution globale de nos massifs sinistrés, on risque d'être rapidement en pénurie sur certaines essences de plants. Donc cette souplesse est aussi liée à ça. Alors il y a des dérogations possibles et on sera obligé de les activer, je pense, assez rapidement. À titre d'exemple, aujourd'hui, je vous ai parlé du cèdre qui semble effectivement être, en tout cas en termes de substitution Douglas dans certaines situations, semble être un élément intéressant. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas un plan forestier de cèdre disponible parce qu'on n'a pas de graines pour faire du cèdre. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il va falloir effectivement aller piocher dans des essences un peu plus marginales, dont on n'a peut-être pas forcément aussi d'ailleurs la disponibilité. Donc, c'est une véritable question. Il faut vraiment qu'on se dote de moyens pour jouer effectivement ce rôle de migration assistée, quoi. Parce qu'aujourd'hui, sur le cèdre, si vous commandez du cèdre aujourd'hui, il n'y en a plus en pépinière, hein. Donc, vous ne pouvez pas planter du cèdre. Merci. Marie-Laure Schneider, le problème de l'eau est aussi à mettre en perspective de l'artificialisation des sols, donc lié gestion urbaine et forêt. On parle aujourd'hui de verdir les villes. Y a-t-il des travaux en cours? Et interdire les constructions de piscines privées. Certains cantons suisses sont sur cette réflexion. Quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet? Non, simplement que nous, que les forestiers, effectivement, ont bien conscience sur ce problème d'économie d'eau et que aujourd'hui, ce qu'on développe à Cével, par exemple, sur toutes nos pratiques, c'est effectivement d'économiser l'eau à tout point de vue. Quand on demande de ne pas décaper les sols, de ne pas faire de sous-solage en terrain pentu, ça concourt effectivement à cet objectif. De retenir l'eau en forêt, de maintenir les rémanents sur la coupe, ça maintient l'humidité, ça maintient la matière organique. C'est des pratiques qu'on essaye. Après, les politiques publiques sur d'autres territoires, sur les massifs sur lesquels on travaille, on est quand même sur des massifs assez ruraux, mais c'est vrai que l'impact peut être effectivement important. Merci. Simon Olivieri, avec pour but principal d'augmenter la valeur des bois issus de nos forêts, notamment pour favoriser les circuits courts liés à l'éco-construction, et avec en tête les défis environnementaux que nous devons prendre en compte, est-ce que la création et mise en place d'un label bûcheronnage à l'ancienne, entre parenthèses abattage sans machine plus trait au cheval, pourrait être une piste intéressante pour une évolution progressive de la filière sur le long terme, 2-3 générations? C'est difficile de répondre à cette question. L'intention est louable. Après, c'est vrai qu'un label, il faut que derrière, il y ait une plus-value commerciale, puisqu'on est sur des opérations qui présentent un surcoût. Donc, si derrière, par le biais du label, on n'a pas de retour, de toute façon, ça sera assez compliqué à mettre en place. Donc, il y a un problème de fond derrière. Il y a un problème de fond, puis un problème de marché aussi, parce qu'il faut que l'éco-construction locale, effectivement, elle peut être aussi en concurrence avec d'autres matériaux, et il faut que la chaîne complète, que la chaîne des valeurs soit respectée partout. Donc, c'est intéressant, mais peut-être compliqué à mettre en place. Malheureusement. De Richard Lachaise, pour donner espoir aux propriétaires forestiers qui investissent sur de très longues périodes, a-t-on des opportunités avec implantation d'essences à croissance rapide, telles que le pin maritime qui pourrait avoir sa zone de production élargie? Absolument oui, mais alors après attention, en pin maritime, il y a encore des risques de gelée qui font que dans notre région, en tout cas sur laquelle on travaille nous, Bourgogne-Franche-Comté, là c'est encore une essence qui est jugée comme étant un risque et pour laquelle on n'a pas forcément prévu de multiplier les essais, donc on n'en est pas encore là. Après les essences à croissance rapide, on a le Douglas qui a un vrai potentiel, hein, quoi qu'il arrive, hein, et puis voilà, mais il faut aussi derrière qu'il y ait un marché qui soit à peu près structuré, voilà, pour qu'il puisse être valorisé correctement.
Pour le parc maritime, effectivement, pour parler plus de la partie, je dirais, frontière avec la Nouvelle-Aquitaine, Grand Ouest, région centre, Nord Auvergne, effectivement, aujourd'hui, c'est des choses auxquelles on réfléchit parce qu'on pense, et notamment le Pintalaida, hein, qui peut avoir effectivement, je dirais, tout son intérêt sur des productions de bois qui sont assez rassurantes sur le long terme, parce que c'est quand même des qualités de bois qui sont demandées par les marchés. Des bois d'industrie, des bois d'œuvre, je dirais de charpente. Donc voilà. Et puis je effectivement tenais à dire que effectivement aujourd'hui Douglas, vis-à-vis du changement climatique, je dirais a beaucoup d'atouts. Par rapport notamment aux sapins, aux épicéas, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'épicéas de scolytes dans le Grand Est, mais je peux vous dire que la situation des sapins, la situation sanitaire des sapins sur l'Auvergne est assez compliquée aussi. Et on espère qu'on va avoir effectivement des saisons un peu meilleures, parce que à force d'encaisser des saisons un peu compliquées, hein, 2018, 2019, 2020, un peu c'est le syndrome du boxeur. Au bout du 4e coup, je pense que nos sapins vont avoir du mal. On a beaucoup de sapins guittés, beaucoup de sapins qui sont attaqués, qui dépérissent. Alors c'est pas encore je dirais, c'est pas des choses qui sont d'un seul tenant, c'est des arbres, je dirais, ici et là qui commencent à dépérir, mais qui montrent des signes de dépérissement importants. Donc là, pour le coup, le Douglas, je pense qu'il a sa carte à jouer, parce que c'est une essence qui résiste assez bien finalement à la sécheresse. Bon, il a un peu plus de mal à encaisser les coups de canicule. Et quand on voit son aire de répartition sur la côte ouest des États-Unis, et en matière de diversité génétique, je pense qu'il a vraiment beaucoup d'atouts par rapport au changement climatique. Très bien, merci. Je crois qu'on arrive à la fin des questions. Voilà, mais en même temps, c'est très bien. Il est 11h05, on a quasiment tenu le temps imparti. Merci beaucoup à nos 3 intervenants et aux très nombreux spectateurs qui ont été jusqu'à 85 à se connecter, si j'ai bien vu. Donc la conférence sera mise en ligne sur la page conférence du site forestinov.bayeroforest.fr, ainsi que les présentations de M. Boquet et de M. Mirabel. Les vidéos dont parlait M. Moulin sont sur le stand digital CFBL, toujours sur le site forestinov.bayeroforest.fr. D'ailleurs, on vous invite à aller visiter les différents stands des différents exposants, puisque l'idée de Forestinov cette année, c'est d'être un salon digital, donc en ligne, donc gratuit et ouvert jusqu'au 29 janvier. Avec des live vidéo très réguliers, vous trouverez les dates sur le site également. Donc les live vidéo, c'est les exposants qui en une petite heure vous exposent leurs produits, leurs innovations, leurs services, avec aussi un système de questions-réponses. Les replays sont aussi en ligne sur leur stand. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous inscrire aux prochaines conférences. Il y en aura une par mois, donc une le 17 décembre sur la transmission des données et une le 15 janvier 2021 sur plutôt tout ce qui tourne autour de la formation et de l'innovation dans la formation. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre non plus sur les réseaux. On est sur Facebook, LinkedIn. Voilà, et encore un grand merci à nos 3 intervenants. On vous dit à bientôt. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.